Bonjour à tous les découvreurs. Nous avons le bonheur d'être avec Sarah Amizi, la barbière de Paris. Avant de vous laisser vous présenter, bonjour et surtout joyeux anniversaire Sarah. Merci infiniment. Alors oui, je suis Sarah Amizi, donc fondatrice de la Barbière de Paris. Euh, voilà, ça fait 25 ans que je suis barbière. On a cette entité sur Paris. Je fais un métier de passion, donc un métier qui normalement était réservé aux garçons, mais j'ai décidé que c'est autrement. Voilà. Et justement, sur ce métier réservé aux garçons, je me suis un peu renseigné sur vous avant l'émission et je lisais que votre propre mère vous avertissait du fait que c'était un métier d'homme. Donc je voulais savoir comment était née cette passion et surtout comment vous l'aviez entretenu, enfin ce rêve plutôt que passion. Écoutez, c'est quelque chose qui est venu dès mon plus jeune âge, puisque j'ai été témoin d'un rasage que mon grand-père effectuait sur lui-même. On habitait donc à la campagne. Et il avait ce rituel. Alors, il n'était pas barbier, mais il adorait se raser 2 à 3 fois par semaine au-dessus de la maison, avec, enfin en dessous en tout cas, d'un vieux chêne, avec un clou où était accroché un miroir. Et il avait tout ce rituel qui était le seau en fer avec de l'eau chaude. Je me souviens un peu de voir encore la fumée de l'eau chaude sortir. Il y avait son vieux bol avec un vieux blaireau où il restait 3 poils qui se battaient en duel, tellement il était usé. Et tout ce rituel qu'il avait, il prenait son temps, il moussait, il moussait, il moussait sa barbe. On a vraiment l'impression qu'il n'en finissait pas, comme quand on fait, on monte des bleus en neige, je crois qu'on dit ça comme ça. Oui, tout à Euh, fait. et, et, et puis tout ça pour qu'à la fin, une fois cette préparation faite, qui était longue, je me souviens, hein, et donc il ouvrait son coupe-chou qu'il affûtait donc sur le cuir. Et là, d'un seul coup, il prenait une posture avec, en soulevant les bras vers le haut et en positionnant son coupe-chou au niveau de la patte, entre les cheveux et la barbe. Et là, il venait donner un coup majestueux de coupe-chou. Et comme il était mat de peau, donc il arrivait à raser, à faire une espèce de d'autoroute sur sa joue. Il y avait vraiment ce contraste presque de black and white. Et j'étais fascinée de voir disparaître d'un seul coup toute cette mousse, tous ces poils. Et c'est là où est née ma passion, et c'est là où je me suis dit, bon, je vais faire ce métier, je vais rendre les hommes beaux. Parce que se raser de cette manière-là, c'était tellement beau que bah, derrière, il avait une police, il était beau gosse, hein, depuis mon plus jeune âge, hein, je devais avoir 8 ans ou 9 ans, je ne sais pas l'âge exact. Et voilà comment est née cette passion de faire, de rendre beaux les hommes. Et tel que vous le décrivez, du coup, ça a été comme une révélation quasiment, enfin, devant, si je puis dire, ce spectacle, cet enchaînement-là, le rituel, vous utilisiez le mot tout à l'heure. On peut parler de révélation? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se regroupent comme ça. Il y a ce souvenir, il y a l'envie, il y a le fait, à cet âge-là aussi, de vouloir faire des métiers de folie un peu. Quand on est jeune, on va être spationaute. Enfin, on rêve toujours de quelque chose un peu presque inaccessible. Je Hmm. pense qu'il y a une part de rêve aussi un peu, qui s'y traduit plus tard. Et une fois qu'on a mis le pied dedans, parce que c'est né sous une passion, je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus fort que ça. Et encore aujourd'hui, je m'émerveille devant un tel potentiel, devant tout ce qu'on peut faire autour de la beauté masculine. Je ne cesse d'apprendre tous les jours. Je ne cesse d'innover chaque jour qui passe. Et je trouve qu'il y a encore tellement à faire pour justement sublimer cette classe masculine. Parce que nous, les femmes, oui, on demande l'égalité des sexes, on a toujours eu droit à cette beauté. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi on n'en ferait pas autant? Mettre une crème, un anti-cerne, un anti-rides,
pour essayer d'apaiser la peau, de l'hydrater, de la nourrir. Pourquoi ça appartiendrait qu'aux femmes? Parce que les hommes, ils ont aussi une peau, ils ont aussi des difficultés avec les intempéries, avec le temps, l'âge, la vieillesse. Et en dehors de la peau, c'est, excusez-moi, c'est aussi un atout. C'est-à-dire que une femme, elle est en capacité de d'être blonde, brune, des cheveux courts, des cheveux longs. Et puis un homme, bah, voilà, on lui donne pas 36 choix. Il a les cheveux courts, il a une raie en général ou pas. Et puis il a peut-être une moustache et basta quoi. On passe à autre chose. Et quand j'ai entrepris ce métier, j'ai compris il y avait une telle valeur derrière ça et qu'en fait, les hommes, comment on peut dire, ils soupçonnent pas les capacités et le potentiel caché en eux pour se métamorphoser à travers leurs atouts. Et leurs atouts, c'est ces cheveux, c'est cette barbe, c'est cette peau, c'est une image pour qu'ils puissent se voir autrement. Euh, j'ai souvent des garçons qui me disent après coup, quand on a fini la métamorphose, qui peut prendre du temps, des fois c'est 3 mois, des fois c'est 6 mois, c'est tout un travail. Et c'est pas leur avantage que de m'annoncer ça, mais oui, j'ai des hommes qui me disent Sarah, avant j'étais moche et maintenant je suis beau. Et ça, alors oui, c'est C'est rédhibitoire, magnifique. mais et en même temps, ils le pensent vraiment. Alors, c'est pas une majorité, je suis pas en train de dire que tous les garçons sont moches et que je les rends beaux. Pas du tout, ça serait prétentieux de ma part. Mais en tout cas, ils prennent conscience qu'ils ont une vraie valeur et que cette valeur-là, ils l'ont pas, à mon sens, comment dire, exploitée. Oui, ou même peut-être inconscient de celle-ci, comme vous en parliez tout à l'heure. Et là, vous parliez de métamorphose, qui effectivement peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Et là, la question qui me vient tout de suite, c'est est-ce que le métier de barbier et de barbière, il faut avoir une vision de où on va, ou à la base, c'était pour le plaisir justement bah, quasiment sensoriel des outils, de travailler, de toucher à une barbe, ou vous aviez déjà une vision de ce que vous vouliez faire, justement embellir les hommes et de la perspective par rapport à ça. Je pense que si on n'a pas de vision, si on n'a pas de projection, euh, on serait juste simple exécutant. Et ce serait tellement dommage parce qu'on passerait tellement à côté de beaucoup de choses. On est obligé, on est des artistes avant tout. On métamorphose des éléments, des matières. Et c'est comme un sculpteur. Si vous lui dites juste faites-moi un cube, bon bah voilà. Enfin, mais le métier de barbier ou de coiffeur, parce que les deux sont liés, hein. Moi, je métamorphose les deux. Je suis Hmm. coiffeuse, alors certes spécialisée en homme, mais je suis barbier. Et pour être barbier, il faut être avant tout coiffeur. Parce que moi, aujourd'hui, dans la nouvelle génération, il y en a qui disent ça, je vais juste être barbier, je n'ai pas envie d'être coiffeur. Je dis, mais c'est impossible. Vous imaginez bien quand vous avez quelqu'un entre les mains qui vous dit, voilà, je fais la barbe, bah, tiens, j'en profite, conseillez-moi sur vos cheveux. Et là, vous lui annoncez que vous n'êtes pas coiffeur, c'est compliqué. Donc les deux sont vraiment liés. Et pour moi, cette vision, mais elle est fondamentale. On coupe pas pour couper, on taille pas pour tailler et on rase pas pour raser. Si derrière on a cette technique-là, c'est pour en faire quelque chose qui va aboutir à un résultat. Si on n'est pas en capacité de dire à un client, je vous verrai plutôt comme ci ou plutôt comme ça, surtout ne faites pas ceci, parce on a des outils entre les mains, on a ce qu'on appelle, on a étudié quand même des morphologies, et puis vient ce petit plus qui est le côté artiste. Quand un grand couturier crée un vêtement, une robe ou un costume, il imagine la silhouette, il imagine la forme, il imagine la matière. Et c'est toute la magie de mon métier, et c'est ce qui me fait, enfin c'est ce qui fait aujourd'hui que je m'éclate tous les jours parce que c'est sans fin en fait. Il n'y a pas de limite dans la création. Hmm. Et justement, par rapport à cette vision là dont vous parliez dans votre métier, je vais la mettre en perspective avec votre parcours. Euh, Comment on ose
lorsqu'on part de si loin comme vous, je m'explique, quand on est une femme, quand je suppose il n'y avait pas de barbier et coiffeur dans votre famille, comment on arrive justement à transposer cette vision en actes et en projets concrètement? Il faut une dose de patience importante, de la persévérance. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Il y a l'écoute aussi, parce qu'il faut savoir écouter autour de soi, même si on essaye au départ, hein, il y a quand même pas mal de gens qui ont essayé de me dissuader d'aller dans cette direction. Et puis, petit à petit, quand on a quelque chose auquel on tient, bon, j'ai peut-être au fond quelque part des origines un peu bretonnes, un peu têtues, je dirais. Parce que quand j'ai envie de quelque chose, bah, je vais jusqu'au bout, je lâche pas le morceau, j'ai une ligne de mire là en face de moi et puis je trace un petit peu. Et puis bah, quand il y a des obstacles, c'est quand même plus facile d'avoir un objectif. Et mon objectif, encore une fois, était euh, pourquoi est-ce qu'une femme ne pourrait pas sublimer les hommes, donc à travers leurs atouts, puisque j'en ai déduit quand même, et je j'ai pas tout inventé, j'avais déduit quand même que les plus grands de ce monde qui savent habiller les femmes, la haute couture ou la haute coiffure, ce sont toujours des hommes. Oui, c'est Et à vrai. l'inverse, je me suis dit, mais si je suis une femme, je suis aussi en capacité de rendre les hommes beaux, en tout cas d'avoir cet œil et ce regard de séduction les concernant. Et donc, je pouvais être en capacité d'innover, de proposer, d'être fort de proposition en tout cas. Et j'ai avancé, j'ai avancé. Alors, bien sûr, j'ai rencontré lors de mon chemin, mon parcours professionnel en tout cas, j'ai rencontré deux personnes qui ont fait la différence, qui m'ont aidé, mais derrière, ça reste quand même une question de bonne volonté et de s'accrocher, de ne pas lâcher le morceau. Et justement, vous faites la transition parfaite parce que je voulais venir à ces deux personnes. D'une part, vous me disiez que des personnes avaient essayé de vous dissuader, bon, ce qui est le lot de tout projet personnel. Mais justement, je voulais venir à l'importance des mentors. Et les deux personnes desquelles vous parlez, je pense que c'est messieurs Jean-Louis Bourrasso et Oskan Turak. Turak, je ne sais pas si je le prononce bien. Tout à fait, oui. Et du coup, je voulais voir avec vous quelle était l'importance de l'entourage pour mûrir un projet. Déjà, comment vous faisiez la part entre les gens qui essayaient de vous dissuader et ceux qui vous encourageaient. Comment on arrive à pondérer la valeur des deux opinions, entre guillemets. Mm. Moi, c'est très simple, hein. Quand on est en opposition, c'est qu'on parfois on peut déranger. Quand on me disait c'est un métier d'homme et t'es une femme, bah alors là, ils suscitaient en moi et ils éveillaient en moi encore plus de curiosité. Les challenges, Perdu. j'aime ça. Et je me dis, la seule différence qu'il peut y avoir, c'est si on me demandait peut-être de soulever un poids lourd. Oui, j'ai peut-être pas les muscles comme un garçon, mais le reste, je peux être en capacité de répondre aux besoins. Hmm. Et j'irais même plus loin que ça, parce que cet atout que j'avais par rapport aux hommes, qui était ce regard de séduction, ce regard de femme sur l'homme, il ne l'avait pas. Donc à moi aussi d'imposer ma façon de faire, ma façon d'être, ma vision, et c'est ce qui m'a gagné. Et oui, les deux acteurs majeurs qui ont participé à ma réussite aujourd'hui, à me donner la force, à m'accompagner, à m'encourager de ne pas lâcher l'affaire, comme il disait à l'époque, Jean-Louis Bourrasso en particulier et Oscan, ont été mes moteurs et je les remercierai jamais. Jean-Louis Bourrasso me disait il faut pas que tu lâches un morceau, ça va être difficile. Alors, je l'ai vu tout de suite, hein, quand vous avez un homme qui est rentré dans les salons, où j'étais donc chez Jean-Louis et Oscan, j'ai eu des réflexions, mais vous êtes une femme. Et du coup, je l'ai regardé en disant, bah oui, je suis une femme, et alors? Oui, mais vous savez pas ce que c'est que de raser, de tailler.
Et je leur disais juste, bah, asseyez-vous et vous Et allez on va voir. voir. Et Donc, là, vous les lui pliez pas, je suppose. bah, en fait, il fallait beaucoup de subtilité. L'idée, c'est pas de rentrer dans l'art. L'idée, c'est d'être peut-être un peu plus pertinente. C'est d'être dans une voie qui va leur faire changer d'avis, mais qui viendrait d'eux, qui viendrait même pas de moi. C'est pas les convaincre, c'est pas dire, mais si, une femme peut faire ce métier. Pas du tout. C'est par l'exécution de mon savoir-faire que d'eux-mêmes, ils reviendront vers moi. Combien d'hommes se sont assis sur un fauteuil barbier sur lequel j'officiais et qui m'ont regardé leur dire bon, qu'est-ce qu'elle va me faire et que finalité, la subtilité, la délicatesse, comment ça s'appelle la manière de voir les choses, l'intelligence aussi du travail, et la compétence et la qualité sont des éléments qui font que les hommes, de manière générale, vont ouvrir leurs oreilles, vont être à l'écoute parce que là, vous opposez quelque chose de très professionnel. Et en fait, ils ne peuvent que vous écouter. Et quand le diagnostic tombe, là, ils vous regardent déjà autrement. Et quand l'exécution du travail se fait parce que vous avez décidé ou vous avez entrepris de faire plutôt comme ci, comme ça, et que la tâche est exécutée, euh, là, allez, on va dire, je sais pas, 98%, ils vont vous regarder et vous allez lire dans leurs yeux respect. Et c'est ça ma gloire, en fait. Si je vous écoute attentivement, la légitimité, vous semblez dire qu'elle se gagne par le travail et le résultat, c'est sur quoi je vous suis absolument. Donc là, vous avez été très clair là-dessus. La question que j'aurais à vous poser, c'est selon vous, comment on se dit soi-même, on s'accepte quasiment, peut-être pour certaines personnes, soi-même légitime, en fait. Parce que toutes ces réactions d'hommes, tant les hommes qui rentraient dans les salons où vous officiez, ou même votre entourage, malgré le travail qui devait progresser de jour en jour euh, dans ce que vous faisiez, comment vous avez réussi à vous convaincre vous-même que vous étiez légitime dans ce monde? Par des résultats, par, Aussi, ça par des suffisait. résultats, par des résultats, mais j'ai presque envie de vous dire, par le sourire de chaque personne qui sortait de chez moi, par la logique, par, encore une fois, l'intelligence du travail. Vous savez, je vous disais tout à l'heure, on n'est pas là couper pour couper, tailler pour tailler ou raser pour raser. Ça va au-delà. Il y a ce côté artistique qui est mis en valeur, en exergue. Et ça, c'est pour moi fondamental. Je ne peux pas travailler juste. Et souvent, je refuse. M'est arrivé que certaines personnes puissent ressortir de chez moi parce qu'elles avaient une idée préconçue. Euh, elles venaient avec une photo. Vous imaginez une photo. J'ai eu des cas de figure où on avait un Brad Pitt en photo et j'ai en face de moi un monsieur qui est rond et brun avec des cheveux bouclés. Donc il y a un Hmm. moment, il faut aussi se rendre à l'évidence et d'amener les gens à leur réalité. À partir du moment où vous respectez les gens, à partir du moment où vous ne vendez pas du vent et que vous soyez sincère avec eux et honnête et que l'objectif c'est, pour moi en tout cas dans mon travail, c'est leur faciliter un quotidien et surtout ne pas leur mentir en disant non monsieur, vous ne pouvez pas avoir une brosse puisque vous avez un début de calvitie et que la brosse ne se distinguera pas même s'ils trouvent que c'est très beau sur un tel ou que la forme lui plaît bien. Il faut à un moment donné ne pas vendre ce qu'on appelle de l'heure. Faut pas leur mentir à ces gens-là. Et j'ai toujours refusé, et dans mes équipes, ils le savent, jamais on accepte de dire on fait la même chose, jamais on accepte de dire d'accord, j'ai vu cette photo, je vais reproduire exactement la même chose. C'est interdit. Quand je dis c'est interdit, en tout cas dans ma conception de travail, maintenant chacun est libre de faire ce qu'il veut et je respecte. Mais en tout cas, chez la Barbière de Paris, on ne fonctionne pas comme ça. Si du moment où vous respectez les gens, vous les valorisez, vous savez, c'est aussi pour moi un travail de, comment dire, c'est pas de psy, parce que chacun son métier, il faut faire des études, mais il y a quand même une part comment on appelle ça,
C'est quasiment collaboratif en fait, c'est un dialogue quasiment. On fait du social quelque part. Il Hmm. y a un dialogue qui se fait entre le client. Il n'y a pas de prestation sans diagnostic. Moi, je vais fouiller même dans le passé de mes clients, avec leur accord, bien sûr, en leur posant des questions. C'est quand j'ai un client en face de moi, je lui demande dans quel secteur d'activité il est, comment est sa salle de bain, est-ce qu'elle est éclairée par la lumière du jour ou l'électricité. Je lui demande est-ce qu'il a du matériel ou pas, est-ce que c'est quelqu'un qui est soigné, est-ce que c'est quelqu'un qui accepte, par exemple, de se mettre des produits sur les cheveux, est-ce qu'il a le temps le matin, est-ce qu'il a 10 minutes ou juste 5 minutes. Tout ça, c'est des éléments qui vont m'aider à construire ce qui peut le mieux lui aller. Parce Hmm. que on ne peut pas juste faire, par exemple, je fais une bêtise, une coupe rétro avec l'arrêt bien souligné, et puis qu'en face, vous avez un monsieur qui n'est pas capable et foutu de prendre une brosse pour remettre de l'ordre dans ses cheveux le lendemain après être passé chez le coiffeur. Mais là, c'est de la tromperie. Donc, on fait aussi avec les moyens des uns et des autres. Il faut s'intéresser aux clients pour essayer de dénicher un maximum d'informations qui vont nous aider à mettre en œuvre ce qui lui irait le mieux. Oui, et ce qui est génial dans cette approche, je l'avais un peu vu là, c'est justement ce travail de diagnostic, c'est qu'il y a quelque chose de rassurant finalement, parce que vous touchez à quelque chose qui est éminemment personnel, le visage. Quelqu'un qui va vous saisir par l'épaule ou le bras, ça peut être gênant, mais le visage, jamais vous laissez quelqu'un de manière instinctive toucher votre visage. Et que là, il y ait ce soin justement dans la compréhension du passé, d'où vient ce client et surtout comment il va vivre sa coupe ou sa barbe, c'est quelque chose d'unique en fait ce que vous proposez. Là-dessus, il y a peut-être deux mots qui me viennent à l'esprit, l'intimité et la confiance. Vous savez, quand vous avez un coupe-chou à la main, placé sous la pomme d'Adam d'un homme, vous êtes en face, vous êtes au-dessus de lui, une forme un peu de domination, Oui, il est vulnérable, euh, oui. il est vulnérable, l'intimité, parce que poser ses mains sur les contours de lèvres de quelqu'un que vous n'avez jamais vu de votre vie, euh, c'est pas de l'ordre d'aller acheter une baguette ou d'aller voir un pharmacien. Se toucher crée une proximité. Et donc tout de suite, moi, quand je travaille, parfois il m'arrive de poser mes mains sur les épaules de mes clients pour apaiser, pour les rassurer en disant je suis là et je suis avec vous. Mon objectif, c'est de vous aider. Moi, je suis un métier, j'ai une compétence, laissez-moi faire. Donc, juste ce gestuel de poser les mains sur les épaules, et les gens se lâchent. J'ose même pas, je vous le dirai jamais parce que c'est secret professionnel, mais les gens vont se confier, les gens vont se livrer, ils vont se lâcher. C'est une soupape d'aller chez le barbier plus que chez le coiffeur parce que encore une fois, ils sont plus dans une posture chez le barbier, ils sont quasiment et totalement allongés. Donc ils sont en position semi presque couchée, détente. Le coiffeur, De on est quand même encore confession, oui. assis. Hmm. Une forme de confusion. Et le fait de venir au-dessus de lui, de l'enrober comme ça de votre personne, c'est une forme de protection. Et c'est un peu le côté la maman qui protège son bébé, un peu, même si c'est pas le vôtre, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Quand je mets une serviette chaude sur le visage de mes clients, je l'enveloppe. J'ai l'impression d'avoir un enfant à qui je fais un peu toilette, parce que derrière, je vais essuyer, je vais enlever le reste de la mousse ou des poils qui sont là. On est vraiment au détail près et on sent qu'il s'abandonne à ça, qu'il vous fait totalement confiance et qu'il lâche prise. Et quand il lâche prise, presque il vous appartient, entre guillemets, pendant ce temps-là, bien sûr. Hmm. Mais il y a intérêt derrière à procurer une sensation de plaisir. Quand je parle de plaisir, c'est de détente, c'est de bien-être, ils ressortent, ils me disent ça, je me sens tout léger, tout beau, tout neuf. Ils peuvent attaquer derrière une journée drastique, quoi. Et on est là pour, moi, mon devoir, c'est de les laisser repartir avec la banane.
Et est-ce que vous pensez que finalement, là, dans ce que vous décrivez, c'est exactement ce que viennent chercher vos clients, en tout cas la majorité d'entre eux, au-delà du service, parce que c'est un service et même à dimension artistique, comme vous en parliez, c'est aussi cette bulle et de prendre ce temps pour eux, d'être soignés, de se déconnecter, voire de se livrer, comme vous le disiez. À la base, jamais. À la base, ils viennent pour quelque chose de fonctionnel. À la base, ils viennent parce qu'ils ont entendu parler de Sarah, la Barbère de Paris, l'expertise, cette situation, en tout cas cet état d'être, je le crée. Quand je dis je le crée euh, à travers mon savoir-faire, je les amène à ça et ils m'accompagnent de manière, comment dire, sans frein, sans Complice, oui. limite. Et ils se découvrent dans cet état, en fait. Mais jamais, à la base, la première fois quand ils viennent et que ça soit sur mon fauteuil, ils n'ont pas idée de ce qui va leur arriver. Et je suis pas là à le dire d'entrée de jeu. C'est c'est euh, c'est un fait accompli. On est là, on travaille, on discute et petit à petit, j'ai d'ailleurs souvent cette image de clients qui sont raides, droits, bien debout, assis, mais avec le dos droit bien dans le fauteuil de barbier. Et puis au fil du temps, on se lâche, on se lâche, on se lâche. Et puis ils finissent, ils sont allongés. Donc, et très difficile pour eux après de se rasseoir à nouveau, de se dire: «Ah, c'est fini», et parce que ils ont tellement lâché prise, ils ont pas envie que ça se termine. Mais c'est déjà fini, C'est quasiment. déjà fini, voilà. Et vous pensez que c'est proprement masculin et dû à la transmission de codes et us et coutumes que justement les hommes viennent chercher quelque chose de fonctionnel et au final ils se font surprendre par quelque chose qui leur plaît encore plus et peut-être pour laquelle ils vont revenir. Hem, depuis que j'ai commencé ce métier, j'ai il y a un élément fondamental qui m'a happée, c'est qu'on je suis dans une relation de sans prétention de ma part encore une fois, je suis dans une relation d'éducation. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a très très longtemps, on a encore les souvenirs de un papa, un grand-père par exemple, qui prend son fils, qui lui explique comment tourner le blaireau sur le visage, enfin sur la barbe, quelle position on prend un coupe-chou, un rasoir mécanique. C'est des choses qui se sont perdues. Aujourd'hui, les nouvelles générations, ils vont se lever un matin dans la salle de bain avec leur papa, ils vont voir qu'il y a un outil qui s'appelle un rasoir, et puis curieux, parce qu'ils ont une espèce de duvet tout moche, tout vilain, et ils vont essayer de se l'enlever, et ils vont pas forcément réfléchir ou penser ou demander conseil, comment on va se raser, est-ce qu'on met de la mousse, de l'huile, est-ce qu'on prépare la peau, on va le faire un peu en cachette, puis on va se couper une fois ou deux, puis ils ont compris le mécanisme, et puis ils vont reproduire ça plus tard, et l'apprentissage est passé. Alors, moi, ce que je constate, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup de mamans qui m'écrivent, qui m'envoient des messages, des mails via les réseaux sociaux et qui me disent s'il vous plaît, Sarah, est-ce que je peux vous envoyer mon grand gaillard? Alors, souvent, ils ont 16 ans, 17 ans, 18 ans et elles en peuvent plus parce qu'elles disent mais il a trois pauvres poils sur le menton, il sait pas quoi en faire, il est complexé. Est-ce que vous pouvez lui apporter de l'aide? Et donc, elle lui offre un bon cadeau, hein, tout simplement. Et ils viennent et je les prends en charge. Et je leur explique ce que c'est que le poil. Je leur explique l'historique du monde des barbiers, de l'esthétique. Moi, j'ai des hommes qui pleurent pour la première fois à 50 ans parce qu'ils découvrent ce que c'est qu'une épilation des narines ou des pommettes ou des oreilles. Le côté pilosité extrême, les hommes, ils ont fait avec jusque-là. Aujourd'hui, Hmm. on est en capacité donc chez la Barbère de Paris en tout cas, de faire des épilations faciales sur différents niveaux. Et c'est quelque chose qui découvre. Et nous, les filles, à l'âge de 12 ans, on a déjà commencé à apprendre ce que c'est qu'une épilation, donc on a mal très jeune. Mais un homme qui découvre une épilation à 50 ans, il a très 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 mal. Il pleure sur mon fauteuil, il me dit mais Sarah, mais c'est une torture, mais ça va pas. Et en fait, ils se rendent compte avec le temps que
mais au lieu de couper les poils de mes narines, au lieu de couper les poils de mes oreilles ou de mes pommettes, le fait de les épiler, le résultat est tout autre. Et ils se rendent compte que dans le temps, à force de les épiler, le bulbe s'atrophie, que le résultat est beaucoup plus joli. Et eux-mêmes, ils reviennent en disant Sarah, c'est possible de refaire une épilation? Et j'ai presque envie de leur dire mais vous êtes un peu maso. La dernière fois, vous avez pleuré, là, vous me redemandez de pleurer encore. Oui, mais parce que le résultat me plaît. Donc, aujourd'hui, il y a des hommes qui viennent depuis des années, ils ne pleurent plus. Ils se sont accommodés à cette douleur qu'ils ont appréhendée petit à petit. Mais oui, la première fois, ça fait mal. Mais oui, on découvre ce que c'est que l'élégance, l'esthétique, la nécessité, le bien-être. Et vous savez, je constate, parce que j'ai fait un peu de femmes il y a très très longtemps, et je trouve que les hommes, quand vous arrivez à les satisfaire, là-dessus, ils sont d'une fidélité, c'est incroyable. Ils ne peuvent jurer que par vous parce que vous leur avez apporté quelque chose dont ils ne soupçonnaient pas l'existence. Et pour ça, voilà, la fidélité s'installe mécaniquement et naturellement. Et par rapport à l'éducation dont vous parliez tout à l'heure, je trouvais ça assez intéressant. C'est vrai que les femmes, en fait, depuis qu'elles sont toutes petites, en tout cas là en France, elles vont se faire belles le plus souvent. Et quasiment trop, entre guillemets, parfois, quand les hommes, on va être beaucoup plus négligents. Il y a même un style, entre guillemets, négligé. Ben, justement, vous devez croiser, bon, moi en ce moment avec les masques, mais vous devez croiser un paquet d'hommes avec une barbe de 3 jours ou plus, ben, pas du tout apprêtés, pas du tout soignés. Ça doit vous faire bondir, justement, cette différence entre le soin que les femmes apportent à elles-mêmes et les hommes, bon, même si j'ai compris que c'était de mieux en mieux, ben, finalement n'ont pas conscience de ce soin apporté. Vous savez, je reçois du monde tous les jours dans mes salons, j'accompagne mes collaborateurs, je suis toujours dans l'analyse. euh, et quand je suis à l'extérieur, quand je prends les transports en commun, je suis dans le lieu où il y a du monde, mais combien de fois presque je pourrais pleurer en me disant mais quel dommage, parce que ce monsieur que je regarde en face de moi, peut-être dans la rame de métro, il est même pas conscient de, de, de son potentiel, d'une mise en valeur de sa personne. Quand je dis ça, c'est pas forcément le côté, la plastique, vous savez, de l'homme, ou c'est juste peut-être même des résultats naturels, et ils sont pas conscients parce qu'on les informe pas, parce qu'ils ne savent pas. Et je me fais tous les jours des diagnostics toute seule dans ma tête, dès qu'un garçon passe, dès que je vois quelque chose qui est un petit peu ce qu'on appelle chez nous les hors-pistes, des poils qui sont pas à leur place. Et la morphologie, quand je vois quelqu'un qui a un visage allongé naturellement et qui porte une barbe à la hipster, donc il l'allonge encore en plus, je me dis mais quel dommage. Quand j'ai fait des tutos sur YouTube et que je vois le nombre de personnes qui viennent les visionner, qui regardent en disant bah oui, effectivement, j'y ai pas pensé. On a un rôle, vraiment ce rôle de presque, encore une fois, sans prétention de ma part, d'éducation. On se doit, parce que les hommes ne savent pas. Parce que, encore une fois, on les a pas orientés vers ça. La beauté au masculin, c'est quelque chose qui se révèle aujourd'hui de plus en plus. Et d'ailleurs, pour ça, on le voit, les grands groupes, ils commencent à s'intéresser sérieusement que maintenant. Il y a 20 ans de ça, L'Oréal ou les grands groupes cosmétiques ne se sont pas penchés sur la beauté au masculin. On a toujours renié ce côté-là. Quand vous allez dans les salons mixtes, le peu d'hommes qu'il puisse y avoir, on ne les prenait pas en compte. Aujourd'hui, on a créé des univers, des lieux qui leur soient dédiés. Dans mes salons, sur la partie technique, là où on officie, parce qu'on a toujours un peu un poste entre guillemets d'accueil, et puis de l'autre côté où officient les barbiers sur nos clients, les femmes n'ont pas accès. Et quand ils viennent
ensemble, entre copains ou entre familles, il m'est arrivé d'avoir 4 générations en même temps. Donc vous avez l'arrière-grand-père, le grand-père, le fils et le petit-fils qui viennent ensemble. L'un pour tailler la barbe, l'autre pour la raser, l'autre pour se faire couper les cheveux. Ils se regardent entre eux parce qu'ils passent en même temps. Ils partagent ce moment. C'est des souvenirs qui vont être figés dans leur tête aux petits-enfants et aux enfants. Et le grand-père, il est ému de partager ça avec ses enfants et ses petits-enfants. Donc, il y a quelque chose qui s'est créé dans l'univers masculin qui est peut-être nouveau pour les uns, mais que moi je côtoie depuis 25 ans, qui a lieu d'être et qu'il faut instaurer. La beauté au masculin, elle a sa place. Il n'y a plus de honte. Il faut plus parler de métrosexuel ou autre genre. La beauté, c'est mixte. La beauté, elle est pas uniquement orientée vers la femme ou l'élégance féminine. Elle est dans les deux sens. Elle est pas traitée de la même manière, c'est sûr. Mais de plus en plus, le nombre d'hommes qui s'épilent aujourd'hui, le nombre d'hommes qui se mettent une crème hydratante, le nombre d'hommes qui se maquillent, qui se mettent du vernis, qui peuvent aussi rehausser leur regard par un maquillage de sourcils ou de cils. Et alors, chacun est libre d'utiliser, en tout cas, du matériel, du produit ou n'importe quoi pour s'embellir, parce que ça lui fait du bien, parce que c'est avant tout, c'est lui qui est important. Hmm. Et est-ce que vous pensez que justement avec tout ce travail artistique et aussi de dialogue avec vos clients, euh, justement vous leur redonnez confiance en eux-mêmes? C'est c'est mon but premier quand j'ai mes clients entre les mains, entre guillemets. Euh, c'est avant tout de détecter qu'est-ce qu'ils n'aiment pas chez eux, qu'est-ce qu'ils aimeraient, oui, dans l'absolu, et qu'est-ce qui est possible de faire. Moi, quand un client me dit Sarah, j'ai les oreilles décollées, je suis hyper gênée par rapport à ça. Excusez-moi, il y a décollé et décollé. Il y a des gens qui ont des idées reçues et il y a des éléments qui sont totalement faux et ils ne soupçonnent pas que derrière on peut apporter des solutions tellement simples parce qu'encore une fois, tout ça, c'est quoi? C'est lié à de la méconnaissance. À partir du moment où ils prennent conscience des vraies valeurs, de choses toutes simples de la vie, vous savez, souvent vous avez des hommes qui ont des sourcils qui sont entrecoupés. Donc, le départ est très foncé, puis d'un seul coup, ils en ont moins, ou alors ils sont très clairs. Et pour le coup, ça fait une espèce de petite crotte au-dessus des yeux, noirs, et du coup, ça n'ouvre pas du tout le regard. Mais chez la barbière de Paris, on va proposer ce qu'on appelle le griffage des sourcils, ce qui va nous permettre d'allonger le sourcil et donc de souligner le regard. Moi, quand je regarde l'avant et après, c'est plus le même homme. Et pourtant, c'est un acte technique tellement simple, tellement facile, tellement rapide à faire qu'aujourd'hui, moi, mes clients, enfin la majorité de mes clients, ils passent par cette technique-là, d'assurer leurs sourcils. Quand vous avez quelqu'un qui a une moustache en forme de ce qu'on appelle le côté El Gringo, qui donne un aspect arrondi vers le bas, ça ne peut donner qu'un côté tristounet. Alors que si on dessine une ligne droite avec un retour angle droit pour redonner de l'élégance à la moustache, de style un petit peu la moustache à la française, le sourire, il revient tout seul. Vous savez, c'est comme les gens, quand ils ont un regard, vous avez des gens qui ont des yeux en amande, des yeux droits, et puis vous avez parfois des personnes qui ont des yeux qui sont naturellement tirés vers le bas, qui tombent. Mais ces personnes-là, même si elles sourient, elles ont l'air toujours un peu tristes. Et ben, la forme de la moustache, c'est exactement la même chose. Quand on a une moustache arrondie, ce que j'appelle à le côté El Gringo, et ben on a l'impression que même si on sourit, on est quand même triste. Si en plus c'est doublé par la forme des sillons qui sont très prononcés, on accentue ce phénomène-là. Et ça, c'est des éléments qu'on peut corriger à travers la conception de la barbe, à travers la sculpture, les épilations. Et les sourcils en est une preuve. Quand les filles, on le voit bien, quand elles n'ont pas beaucoup de sourcils, elles vont le maquiller, elles vont le porter plutôt vers le haut pour donner ce côté un peu regard de biche. Ben, les garçons, c'est la même chose. Sans pour autant pousser le truc, après, c'est une affaire de goût, c'est personnel, mais
Voilà, il y a des petites corrections à faire sur le visage. Il ne faut pas oublier une chose qui est pour moi fondamentale, c'est que le visage, c'est quand même votre première pièce d'identité. Si Hmm. vous mettez en œuvre le fait d'optimiser euh, votre barbe, votre regard, votre peau, vos cheveux, quand vous allez à un rendez-vous quelconque, quelle que soit la forme, la première impression que vous donnez, c'est à travers votre visage. Si vous avez un côté un peu négligé, que vous avez une peau terne, que vous avez pas une jolie coiffure ou une belle coupe ou une barbe un peu en friche, il y a un jugement qui est porté naturellement par l'humain. Et c'est là aussi où j'essaie d'amener les hommes à leur dire, soyez attentifs. Moi, j'ai des jeunes chefs d'entreprise qui viennent me voir parce qu'ils ont été promus en me disant, Sarah, je fais trop miner, aidez-moi à me vieillir. On sait le faire. Et on va leur faire porter plutôt une moustache avec une barbe de 2 3 jours, parce que la moustache, c'est un élément qui peut vieillir les personnes, qui peut donner une certaine prestance, et quelque chose qui va leur donner un poids euh, très masculin. Vous savez, la moustache, c'est quand même un élément de virilité absolue. Hmm. Dans l'histoire, dans l'Antiquité, porter la moustache, c'est une fierté, c'est quelque chose qui, surtout quand elle est très bien toffue ou très en masse, il y a des hommes qui ne jurent que par leur moustache. Oui, tout à fait. Et par rapport à vous, ce que vous avez apporté à tout ce monde, en fait, si je comprends bien, c'est l'aspect justement technique d'apporter de la sophistication dans le travail du visage masculin, mais aussi ce côté quasiment rencontre initiatique qu'aurait pu normalement, en tout cas en d'autres temps, faire un père avec son fils, mais là c'est vous qui remplissez ce rôle quelque part, ou vos barbiers et vos barbières. Oui, il y a ce rôle un peu d'éducation. Euh, Vous savez, le métier de barbier, c'est un métier en France qui est tombé en désuétude pendant plus de 30 ans. L'option barbier est apparue en juillet 2012. C'est pas vieux, hein. C'est-à-dire qu'on a toute une génération de personnes qui ne savent pas ni tailler, ni raser, ni couper. Et je suis arrivée à peu près à ce moment-là où donc moi j'ai commencé mon métier en 80, je vais pas dire de bêtises, mais 90, 92, j'ai plus la date en tête. Et, euh, et à ce moment-là, quand j'ai appris les fondamentaux de ce métier, euh, derrière, je me suis dit non, il faut pousser encore plus cet élément-là, parce que pour moi, il y avait un potentiel qui me venait, j'ai envie de vous dire, presque de manière naturelle, que de pousser ma curiosité. Quand un jour je sors d'un, comment ça s'appelle, je vais au métro Strasbourg-Saint-Denis, il y a beaucoup de coiffeurs afro, et j'achète mon matériel là-bas, et je vois une jeune fille métisse sortir de chez un coiffeur afro, et qui venait de faire ce qu'on appelle les extensions de cheveux. Et elle avait un tel volume dans le dos entier, parce qu'elle avait fait des longues extensions. Et je me souviens, il faisait très beau, elle avait un joli marcel blanc, elle avait une pommade, et il y avait toutes ces grosses boucles qui dandinaient derrière son dos comme ça en marchant. J'ai suivi son pas à la même allure, et je regardais, je me dis, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est magnifique. Et en fait, la question m'est venue de me dire, mais si c'est beau dans le dos, pourquoi est-ce que ce serait pas beau devant, devant le torse, c'est-à-dire à la place de la barbe? Et de suite, je suis rentrée dans le magasin, j'ai acheté des extensions, j'ai jamais fait d'extension de ma vie, je me suis renseignée, j'étais voir des collègues, on me dit comment vous faites, apprenez-moi. Et c'est comme ça que j'ai officié, j'ai créé cette innovation de ce qu'on appelle les extensions de la barbe. Aujourd'hui, mes défilés, ils consistent en fait à ça. Ils consistent à promouvoir un peu ce métier à travers cette partie artistique. Le maquillage de barbe, c'est pareil. Les brochines de barbe, c'est pareil. C'est des innovations à la Barbière de Paris. Le rasage à la vapeur, c'est un travail important et colossal qu'on a fait pour essayer de répondre à une vraie difficulté masculine. Est-ce que vous pensez que justement cette créativité dont vous faites preuve à la Barbière de Paris, ça peut susciter
justement un engouement pour ce métier et susciter des vocations et rattraper cette génération un peu perdue dont vous me parliez tout à l'heure? Euh, j'ai envie de vous dire juste et crier, j'en suis convaincue. J'en suis convaincue que c'est par cette partie artistique qu'on va élever ce métier. J'ai toujours dit, j'ai une phrase, c'est vrai, comment dire, pas type, mais c'est ma phrase. Mon objectif, encore une fois, numéro un, c'est d'amener ce métier d'artisan au rang d'art. Et je me bats tous les jours dans ce sens. Parce que, regarde, ce que je disais, c'est que dans le monde artistique, que ce soit en peinture, en couture, il y a toujours la haute barbe, la haute coiffure, la haute couture. Et c'est là où aujourd'hui, moi, j'ai envie d'emmener ce métier parce qu'il a sa place. Faire un défilé de barbe extravagante, mais je l'ai fait à différentes reprises sur les salons professionnels. Et je compte bien mener mon combat, entre guillemets, et l'amener au regard, en tout cas, du grand public, parce que ça a sa place. Mais oui, derrière, ça nécessite une création, des innovations, de l'imagination, et j'en ai à foison. Et par rapport à là, ce que vous disiez sur l'amener justement au regard du grand public, on parle souvent de savoir-faire, donc personne ne mettra en doute le savoir-faire nécessaire pour être barbier, mais est-ce que le faire savoir doit encore être travaillé justement par les professionnels du métier? Énormément. Et moi, j'attire l'attention de nos représentants, des politiques, de tout ce que vous voulez pour dire que aujourd'hui, ils nous aident pas à mettre en valeur ce métier. Et dès que j'ai la possibilité, je le fais à travers aussi ce support. Moi, je reste persuadée que il faut un minimum un CAP barbier pour respecter entre guillemets notre métier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est rogné à une option BP, alors que c'est un métier tout autre que de la coiffure mixte, que je respecte chaleureusement. Mais de l'autre côté, on ne nous donne pas les armes. J'ai été contrainte de former quasiment la moitié de la place de Paris en barbier, parce que derrière, les écoles ne s'appliquent pas à ça. Aujourd'hui, on donne des options, mais devenir barbier, et pour preuve, il y a très très longtemps, il a existé ce diplôme de maître barbier. Il fallait 1 an, 2 ans pour devenir barbier. Aujourd'hui, tout le monde peut devenir, et n'importe qui peut faire ce métier en agitant juste un CAP de coiffure. Je suis désolée. Et là, c'est un grand cri de colère contre les institutions, contre nos représentants qui ne font pas le nécessaire, qui ne s'activent pas. J'ai pas le pouvoir de l'éducation nationale, mais moi, je m'adresse au ministre de l'éducation nationale pour leur dire, messieurs, mesdames, aidez-moi. Aidez-moi à être respectueuse de ce métier. Aidez-moi à ce que euh, pas n'importe qui. C'est un savoir-faire qui peut être même dangereux. Savoir manier le coupe-chou, c'est tout un art. Donc on peut pas le confier à n'importe qui arrive et qui dit moi je vais être barbier. Allez hop, bah, allez-y, juste un CAP de coiffure. Non, je suis pas d'accord. Oui, j'évacue un peu ma colère hein, parce que ça fait des années que je le dis, ça fait des années que je me bats avec toutes ces institutions et on n'écoute pas et je me suis même engagée en disant je suis en capacité même si vous le souhaitez de vous aider pardon, à le mettre en œuvre, à écrire le protocole, les process si c'est nécessaire, mais ne reniez pas ce métier. Et moi je me battrai jusqu'à ce que je puisse le faire en tout cas pour rendre hommage à ce métier et sa dignité parce que un barbier c'est pas juste un coiffeur mixte, je suis désolée et j'ai rien contre les coiffeurs mixtes et j'ai un grand respect pour la coiffure féminine. Il faut de tout pour faire un monde, mais s'il vous plaît, donnez-nous les chances et les moyens de faire comme nos confrères européens et internationaux, d'exercer ce métier avec un vrai diplôme de barbier. Vous allez en Espagne, vous allez en Italie, vous allez aux États-Unis, vous allez n'importe où, il y a comment ça s'appelle, un certificat qui honore les personnes qui ont fait des études pour aller dans ce sens-là.
Voilà, en France, on a essayé de tout est mélangé, donc voilà, on fait de la coiffure parce qu'on ne sait pas quoi faire. Ah ben non, moi j'ai pas subi d'être barbière ou coiffeuse. C'est un choix véritable. Et toutes les personnes que je rencontre dans les écoles, quand je jury, j'essaie de leur manifester ça en disant ne faites pas ce métier par défaut. Faites-le par passion et c'est comme ça que vous allez réussir. On n'envoie pas les gens pour dire bah, tu sais pas quoi faire dans la vie, va faire la coiffure. Je refuse. C'est pas vrai. Ça, c'est un métier noble, c'est un métier qui a une splendeur, et qui a des ressources, mais qu'on peut emmener très très loin. Et vous le savez, et je le dirai, je le redirai toujours, en France, on a un talent exceptionnel. On a un savoir-faire, une maîtrise, une connaissance de ce métier d'artisanat qu'on peut emmener au monde entier. Regardez quand on va à l'étranger, les meilleurs boulangers, les meilleurs couturiers, ils sont français. Enfin, je l'invente pas. Ben dans ce domaine de coiffeur barbier, on peut le porter. Je suis allée aux États-Unis, je suis allée en Europe, j'ai visité des pays, j'ai regardé comment est-ce qu'ils travaillaient. Mais quelle longueur d'avance on a! Et aujourd'hui, on peut pas l'exporter parce qu'il n'y a pas de diplôme. Moi, je le fais dans mes instituts, mais je prends le temps. C'est un investissement, il y a un coût, c'est de l'énergie que de former les gens. Moi, je fais un appel à travers ça en disant l'éducation nationale, aidez-nous à mettre en place ces éléments-là. Mais comment vous expliquez une telle situation alors que, comme vous le disiez, vous aviez carrément proposé une maquette pédagogique ou un projet clé en main? Enfin, qu'est-ce qui bloque quand en plus on a a priori un vivier de talent, comme vous le disiez aussi? Qu'est-ce qui bloque? Moi, j'ai envie de vous dire juste des institutions, des personnes qui sont en place et qui n'ont pas envie que ça se passe autrement, qui estiment que qui sont pas des professionnels en sens, qui estiment que quand on est coiffeur, on s'est coupé les cheveux, donc on est capable de tailler une barbe et de prendre un coupe-chou. Non, c'est pas le cas. C'est deux métiers différents. Et je me battrai toujours dans ce sens pour redonner sa vraie valeur. Moi, je sais pas faire les techniques féminines. Vous me dites, Sarah, vous me faites un balayage. La base, je la connais, mais je me vanterai jamais d'être une vraie professionnelle dans ce sens. Vous imaginez que Hmm. mettre un coupe-chou, c'est un couteau entre les mains de quelqu'un qui sait pas le manier. C'est un des métiers les plus dangereux. Comment? Alors oui, on peut brûler quelqu'un avec un sèche-cheveux quand on fait un brushing, mais il faut en vouloir. Mais un coupe-chou, il suffit qu'un client fait un sursaut ou vous éternuez ou lui-même bouge, vous pouvez lui faire une cicatrice à vie. Vous pouvez le couper si vous n'avez pas cette maîtrise, cet apprentissage de fond qui pour moi nécessite un minimum d'une année d'apprentissage. Comment voulez-vous avancer? Et aujourd'hui, on se plaint parce que sur le marché, qu'il soit parisien ou national, on manque cruellement de compétences. La barbière de Paris, elle a pris sa part, mais elle ne peut plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je forme pour me faire dépouiller par la concurrence de ma ressource parce que cette compétence, ils le savent qu'elle est bonne. Et ils le savent parce que moi, je ne lésine pas sur la formation parce que j'ai un objectif, c'est l'excellence. Et l'excellence, on ne peut pas envoyer quelqu'un pendant une semaine pour devenir barbier. C'est pas possible. C'est des mois, c'est des années d'apprentissage. Hmm. Et là, dans ce que vous décrivez aussi, et la passion avec laquelle vous en parlez, c'est aussi créer des vocations. Je pense la difficulté est quand les pouvoirs publics ne mettent rien en place pour justement mettre des étoiles dans les yeux aux personnes qui voudraient s'orienter vers cette profession. Tout de suite, ça complique les choses. Si ça quasiment décourage les gens qui ont le sentiment d'un métier qui est peut-être dévalorisé ou en tout cas pas valorisé à sa juste hauteur. Vous savez, j'ai été extrêmement choquée. Un jour, je suis allée dans une école, je ne citerai pas de nom. Euh, j'ai été invitée pour une correction donc de pilofacial, donc ma partie, donc le côté barbier. Et en discutant avec un des professeurs, j'étais curieuse de savoir comment il a appris le métier pour pouvoir à son tour Transmettre. l'enseigner, transmettre. La réponse m'a glacé le dos. La réponse a été pour moi tellement improbable. Cette personne m'a dit, mais Sarah, j'ai fait 2 journées de formation
chez un barbier ou je sais pas où, 2 journées de formation. Et elle-même, on lui demande de transmettre le métier de barbier pour avoir l'option barbier pilofacial en BP. Et là, je me dis, mais on rêve, mais on marche sur la tête. C'est juste. Et c'est là où je trouve que l'éducation nationale a sa part de responsabilité. On ne peut pas demander à un enseignant qui est coiffeur mixte d'aller faire 2 journées de formation et que derrière, il a cette responsabilité de transmettre un métier qu'il ne connaît pas. Et ça, c'est pour moi tellement, c'est d'une violence. Je sais même pas comment l'interpréter parce que ça paraît insensé, vraiment insensé. C'est comme si on donnait la responsabilité à un chirurgien de faire peut-être en une année ses études et de lui demander d'opérer à cœur ouvert. Enfin, ça va de cet ordre-là. Enfin, vraiment, moi, je le vis comme ça. Et c'est une honte pour notre métier. Oui, et comme vous le disiez, en plus, ça peut jeter le discrédit sur la profession, puisque vraiment l'hétérogénéité des niveaux est d'une énorme ampleur, en fait. Enfin, il y a des gens dont c'est le C'est métier et des gens qui prétendent être barbier, en fait, si je vous écoute bien. c'est ce qui se passe aujourd'hui sur le marché en France et partout. Euh, Il y a des gens qui ouvrent des barbershops parce que c'est tendance, parce que c'est dans le vent, parce qu'il y a des gens qui ont le flair en se disant bah tiens il y a du business à faire. Mais combien de personnes ne sont pas barbiers? C'est des hommes d'affaires, des avocats ou autres qui se disent bah tiens je vais ouvrir un barbershop, tiens c'est tendance. Allez hop, je vais prendre un coiffeur, allez vas-y. Le problème qui se passe, c'est que en face, il y a une clientèle. En face, il y a un public à satisfaire. Et donc, d'un salon à un autre, moi, je me retrouve avec des gens qui viennent en pleurant chez moi en me disant, regardez le massacre qu'on m'a fait. Et il y a des moments, j'ai presque envie de dire, et sans prétention encore, je suis fatiguée de récupérer les erreurs des uns et des autres parce que ils n'ont pas le savoir-faire. Et c'est dangereux. J'ai vu un jour un homme débarquer à Rubertin Poiré avec un Kleenex en main sur son oreille parce que il est allé chez un barbier en bas de chez lui, il venait d'ouvrir, donc parce qu'il a mis la carotte et qu'il s'est prétendu barbier, en faisant le rasage, il n'avait pas suffisamment d'expertise, il lui a fondu l'oreille. Et le gars s'est levé, et il a enlevé son peignoir, il a essuyé le reste de la mousse, il a dit me touchez plus, me touchez plus. Il est parti, mais il a voulu terminer son rasage, et il a débarqué chez moi en catastrophe. Et moi, oui, je suis en colère contre des gens non professionnels. Oui, je suis en colère contre des gens qui veulent faire juste du business. Ce qui est très encourageant, ce sera peut-être le mot de la fin, c'est votre succès, je pense, valide totalement le fait qu'aujourd'hui, le consommateur au sens très large du terme, mais là, le client est beaucoup plus éclairé maintenant, a peut-être plus conscience, ou en tout cas à la recherche de la valeur des produits, des services qu'on va lui offrir. Et au final, le client n'est pas dupe ou de moins en moins dupe. Et il y a un boulevard en fait pour les gens qui sont amoureux de leur métier, du visage masculin comme vous. Oui, heureusement. Moi, j'ai envie de vous dire que, au fond, oui, seul le client est juge. Il le voit bien, ils l'entendent, ils le sentent, et heureusement, c'est un peu, j'ai envie de dire, euh, ils contribuent à l'évolution de ce métier parce qu'ils nous font confiance, parce que derrière, ils vont transmettre, ils vont parler des compétences, de ce qui est le rendu, d'avoir été convaincu et séduit sincèrement. C'est pas juste un phénomène de mode. Moi, j'ai toujours dit, les médias de manière générale me disent, mais Sarah, cette année, c'est quoi la tendance? Je dis, mais il n'y a pas de tendance en barbe. En coiffure, peut-être, mais en barbe, c'est une question de morphologie. Quand vous avez une barbe à la hipster, ça va pas à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on a des visages allongés, on a des visages carrés, on a des visages ovales. Et donc, Hmm, non, on ne c'est peut pas l'harmonie. fonctionner comme ça. Donc, oui, celui qui nous représente, ça va être ce client, parce que naturellement, il va découvrir un lieu avec des compétences plus ou moins, comment dire, qualitatives. Mais c'est dommage parce que on peut développer davantage autour de ce métier si on nous donnait les moyens. Moi, je n'aspire qu'à ça. Je suis heureuse aussi. C'est un de mes derniers mots. C'est quand je vous disais, j'allais dans les écoles en tant que parce que je participe aux corrections des BP. Quand j'ouvre une porte,
de ces classes et que je vois qu'il y a parfois 80% de filles qui viennent faire ce métier, je suis heureuse, soulagée et je me dis, tiens, il y a la relève. Mais oui, Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux, en dehors, bien évidemment, de satisfaire les clients et de devoir sortir avec la banane depuis chez moi. satisfaire les clients et créer des vocations. Merci beaucoup, Sarah. Ça a vraiment été un honneur de vous avoir dans notre émission. Merci pour votre temps et le meilleur pour la suite, que l'on vous souhaite sereine et épanouissante. Merci beaucoup. Merci à vous.